Votre premier film est sorti en 1997. Votre première série a été diffusée en 2012. Est-ce que quand vous êtes lancé dans la production cinématographique, vous pensiez également devenir producteur de fiction de télévision? Non, pas du tout. C'est vraiment une décision, se lancer dans la télé a été une décision très spontanée, très rapidement mise en place d'ailleurs, du fait que je connaissais Gilles de Verdière personnellement depuis longtemps et que je savais ses envies de rentrer plus directement dans la production télé. C'est un raisonnement très instinctif qui s'est fait sur la considération de l'évolution du marché cinéma, de sa radicalisation vers un type de film et de proposition qui restreint, pour nous en tout cas, le champ éditorial. Or, la télévision permettait, c'était le début en fait, effectivement 2012-2011, c'est le début de la remise en cause assez profonde et substantielle des méthodes de production et de développement sur la télévision en France. On était très en retard, comme vous le savez, comme vous l'avez dit d'ailleurs fort souvent. Je pense qu'à partir de il y a eu un vrai creux à partir de 2010-2011 et un renouvellement assez substantiel des méthodes et des objectifs de production en matière de télévision qui ont ouvert des brèches pour lesquelles on a eu envie de suivre. Et je pense qu'effectivement, là, nous sommes en 2015. Les séries françaises qui sont maintenant à l'antenne, que ce soit sur le service public ou sur les chaînes privées, témoignent des efforts qui ont été quand même prodigués depuis 4-5 ans par les producteurs, les auteurs et les créateurs sur un renouvellement assez profond de la proposition télé. En fait, on a voulu faire de la télé pour pouvoir traiter des thèmes et des sujets que le cinéma nous permet plus de faire. Et qu'est-ce qui différencie l'approche du producteur de fiction de l'approche du producteur de cinéma? Plein de choses, mais d'abord et avant tout le sujet. On est en train de développer pas mal de sujets qu'on aurait beaucoup de difficultés à faire au cinéma parce que trop politique, trop polémique, trop décalé. Aujourd'hui, le cinéma dans ses propositions commerciales, c'est vraiment radicalisé pour moi. C'est très formaté. On suit un modèle qui est d'ailleurs très prégnant aux États-Unis, où le cinéma au sens cinéphile c'est pratiquement disparu de la proposition des studios. En télé, on peut pousser beaucoup plus loin, on peut être beaucoup plus ambitieux même sur le plan dramatique de l'écriture. Donc ça, c'est vraiment notre motivation première. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on s'est lancé que dans les séries. On n'a pas voulu se dissiper sur les unitaires, par exemple, ou sur des problèmes de flux, parce que les unitaires, c'est quelque chose qu'on connaît bien avec les films de long métrage et avec beaucoup plus de possibilités et de moyens, que les programmes de flux sont pas du tout dans notre ADN culturel. L'idée de faire de la télé, c'était une idée vraiment éditoriale, créative, et ça nous excite de plus en plus parce qu'on sent les possibilités de thèmes se développer avec le retour en forme de la fiction sur le prime time des chaînes françaises qui les rend forcément un peu plus ouvertes. Donc il y a un renversement total, parce qu'avant on pouvait dire que le cinéma était assez audacieux et libre, et la télévision très conventionnelle. Donc, oui, je pense qu'il y a un renversement, absolument. Je pense que le produit série est aujourd'hui devenu, du fait évidemment de la pression de la SVOD américaine, de Netflix, un produit fondamental d'identité de la chaîne qui les oblige à une exigence et à une originalité qui nous donne une marge de manœuvre probablement plus importante, en tout cas sur le choix éditorial, qu'au cinéma où au contraire la fréquentation se concentre de plus en plus sur les mêmes films en fait, et sur des produits
je dis bien le mot produit, des produits de satisfaction immédiate, sur la base d'un rapport qualité-prix, pour moi, quand les gens vont voir par millions un Xème épisode des X-Men, ils savent ils vont pas forcément voir un chef-d'œuvre, mais ils savent qu'ils vont en avoir pour leur argent. C'est ça qui font les gros chiffres aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a une différence de modèle économique entre le cinéma et la télévision? Absolument. Alors là, le modèle économique, pour moi, n'a évidemment rien à voir. D'abord et avant tout parce que la télévision fonctionne sur la commande. Et pour le coup, c'est très contraignant, alors que ce n'est pas le cas pour le cinéma. Nous sommes maîtres de nos développements en matière de cinéma. Nous avons la maîtrise du processus de l'écriture jusqu'au financement de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus forte sur un long métrage que sur une série télé. Et c'est d'ailleurs tout le problème, et c'est pour ça d'ailleurs que les choses vont relativement lentement, c'est que on est quand même tributaire de la commande d'un diffuseur, quel qu'il soit, d'où un goulot d'étranglement, compte tenu du fait que pour le moment encore on est confronté à 3-4 acheteurs maximum pour l'entièreté des propositions de fiction. Donc ça fait beaucoup, et ça prend évidemment plus de temps, plus de dépendance. Oui, les processus n'ont rien à voir. Donc en télévision, vous ne commencez un développement vraiment que quand vous avez une commande sur une idée, ou vous développez quand même longtemps éventuellement avant d'aller proposer aux chaînes? En fait, on a changé de fusil d'épaule il y a très peu de temps. On était parti sur un schéma normal où on attendait une convention de développement avec le diffuseur pour pouvoir se lancer véritablement dans l'écriture de la série. Compte tenu de la quantité considérable de l'offre et de notre tradition, de notre ADN en tant que producteur, particulièrement ici chez Mandarin, où on a toujours attaché énormément d'importance au développement des sujets. Maintenant, en télé, même si c'est beaucoup plus risqué, on développe. Quand on croit véritablement à un sujet, quand on croit à un sujet aussi sur le plan, sur son potentiel de diffusion aussi, on développe le sujet indépendamment du diffuseur pour être en mesure de lui proposer un projet beaucoup plus complet avec un pilote, une arche, voire même une fiche artistique, réalisateur et casting qui pourrait être intéressé. Vous allez donc jusqu'au pilote, ce qui est très cher. Ah non, on ne va pas tourner le pilote. Ah bon. Je parle de l'écriture uniquement. L'écriture, d'accord. Non, pas encore. D'accord. Et donc, vous avez créé avec Gilles de Verdière une filiale. Absolument. Ça, il a quel pourcentage du capital? Mandarin Cinéma est l'actionnaire majoritaire de Mandarin Télévision, dont le gérant et l'actionnaire individuel, en fait, principal, est Gilles. D'accord. Et est-ce que vous-même et votre frère, vous vous impliquez dans le développement et le fonctionnement de cette filiale, et à quel stade vous intervenez? On s'implique beaucoup parce que ça nous intéresse beaucoup, parce que je pense que c'est très vivant et très énergisant. Maintenant, Gilles est le producteur de Mandarin Télévision, c'est lui qui a le dialogue avec les diffuseurs d'un côté et avec les auteurs de l'autre. Ce que je peux très bien comprendre d'ailleurs, parce que c'est extrêmement pernicieux que de diluer le point de vue d'un producteur vis-à-vis d'un auteur sur plusieurs têtes, parce que ça se retourne toujours contre le producteur d'une certaine façon. Donc nous intervenons en amont sur le choix et les orientations des sujets, et en fait en consultant sur le développement jusqu'à la mise en production, mais c'est Gilles qui est l'opérationnel. Est-ce que dans votre catalogue de films, il y a des sujets ou des thèmes qui vous semblent pouvoir être adaptés à la télévision? Par exemple, est diffusée sur Arte une série
qui n'est pas l'adaptation pure et simple de OSS 117, mais enfin c'est quand même un peu l'état d'esprit. Est-ce qu'il y a Oui, d'autres... absolument. C'est très emblématique de ce qu'on aimerait pouvoir faire sur d'autres films. La série est motivée à l'origine par le souhait de la collaboration avec Jean-François Alain, donc scénariste des films OSS 117 et chef du projet au service de la France, et d'une scène en fait, une seule scène de OSS numéro 2 lorsque le personnage revient dans ses bureaux au tout début du film. Ensuite, la série s'échappe à mon avis complètement non pas de l'époque, mais de la narration des OSS, mais c'est aussi la raison pour laquelle Au service de la France est une série dans laquelle on se retrouve, nous, Nicolas et moi en tout cas, complètement. C'est complètement notre ADN. Bien sûr qu'on espère pouvoir développer ce genre de passerelle le plus souvent possible. C'est une des idées d'ailleurs de Gilles depuis l'origine. De la même façon qu'on essaye aussi de solliciter des metteurs en scène de long métrage pour venir se lancer dans la série ou réciproquement. Mais c'est pas aussi évident que de le dire en fait. C'est pas aussi évident. On a réfléchi à quelques adaptations qui n'ont pas encore pris substance. Et dans les projets très actifs que nous avons en développement en télé, ce sont tous des sujets originaux finalement. Alors on dit que dans les séries, ce qui compte c'est le scénariste, alors dans le cinéma c'est le réalisateur, l'auteur, mais est-ce on note quand même dans certaines séries américaines le rôle très important de la réalisation. Est-ce que vous pensez qu'on va constater la même chose en France? Oui, oui et non. Vous vous adressez à des gens qui ont la particularité d'avoir quand même très souvent produit des films qui ont été développés sans réalisateur au départ. Donc nous, on fait partie de la tradition de ces producteurs qui considérons que le sujet et l'écriture sont vraiment quand même à la base des films. Et de ce point de vue-là, on n'est pas du tout contrarié ou même surpris par le processus de développement d'écriture pour les séries télé. En même temps, on est aussi des gens qui sont totalement convaincus qu'un sujet n'est rien que s'il n'est pas en adéquation et en harmonie totale avec celui qui va le réaliser, c'est-à-dire celui qui va apporter le point de vue. Et de ce point de vue, c'est vrai que je prends l'exemple d'Au service de la France, je trouve que le travail d'Alexandre Cortès, c'est quand même très intéressant. Il amène un point de vue et une esthétique qui correspondait absolument au projet de série. Donc, pour nous, les deux démarches sont plus en parallèle, en tout cas elles ne sont pas contradictoires, et le projet, qu'il soit d'un film ou d'une série télé, marche vraiment sur ses deux pieds. Le sujet, le point de vue sur le sujet, le scénario et la réalisation. Je ne peux pas les distinguer. Est-ce que vous avez une idée de la part du chiffre d'affaires du groupe à terme qui sera cinéma et télévision ou c'est pas quelque chose qui entre en ligne de compte? Non, pour le moment, c'est pas quelque chose qui entre en ligne de compte, puisque quand on s'est décidé de se lancer dans la télé, il n'y avait pas d'objectif financier. On est vraiment parti sur l'intuition de pouvoir renouveler les plaisirs en fait et se changer les priorités. Ce qui est à mon avis important justement de se bouger un peu et de s'adapter à l'époque, exactement comme vous le faites avec votre chaîne. Donc on ne s'est pas fixé des objectifs et la structure n'avait pas besoin de la télé pour vivre, puisque justement on arrivait déjà à financer nos frais généraux, ce qui est quand même un grand luxe. Maintenant, je pense que là, on est entré dans une phase beaucoup plus active, qu'on va rentrer dans une phase beaucoup plus active en matière de séries télé, et que à terme, on n'a pas de limite en fait. On n'a pas d'objectif particulier, mais on n'a pas de limite. Pour l'instant, je ne sais pas, si je devais rapporter en pourcentage, je pense que la télé fait 15 ou 20% du chiffre d'affaires global
de mandarin, il n'y a aucune raison que ça ne monte pas à 50-50 un jour. J'espère en tout cas. Ça va beaucoup dépendre de l'étranger aussi. Il y a une des motivations qui fait partie des nôtres, c'est que on sent bien quand même à l'international qu'il y a eu un frisson, que les séries françaises aujourd'hui sont considérées comme un éventuel objet de diffusion sur plein de marchés. Et si cette tendance se renforce, se conforte, à ce moment-là, ça va avoir des conséquences, à mon avis, extrêmement positives, justement sur le développement du spectre éditorial des séries françaises, qu'elles soient tournées en français ou en langue anglaise. Si on arrive à pouvoir ne plus compter uniquement sur un financement domestique pour nos séries, à ce moment-là, je pense que le marché peut vraiment exploser. Et est-ce que les séries fiction nécessitent des investissements de développement plus importants que le cinéma, ou c'est du même ordre de grandeur? Pour moi, c'est du même ordre de grandeur. En cinéma, il nous arrive de mettre des films en production après 3-4 années de développement intensif et d'écriture, ce qui est quand même un délai très long, mais on s'est rendu compte qu'avec la série, ça pouvait l'être encore plus long. Donc pour moi, c'est vraiment à peu près similaire. Alors, en France, le renouvellement de la création des séries, ça vient de Canal+, de Arte. France 2 vient de commencer avec 10%. Est-ce que vous avez le sentiment que les grandes chaînes commerciales, donc TF1, France 2, France 3, M6, vont s'y mettre? Je pense qu'elles s'y sont déjà mises, avec M6 qui est le dernier sur la liste, assez en retard. Mais c'est très signifiant que Nicolas Taverneau enfin se décide à construire une case de prime time de fiction française, qui n'est toujours pas d'ailleurs encore à l'antenne, mais pour lequel il travaille beaucoup, après avoir conchié la fiction française parce qu'elle était trop chère, etc., etc. C'est très signifiant. Je pense qu'il y a eu un mouvement créatif, en fait, au départ, qui s'est mis en place quand il y a 4 ans, on s'est rendu compte que la France était le seul pays d'Europe à n'avoir en prime time que des séries américaines. On a été vraiment au fond d'une certaine crise. Tout le monde s'est pris quand même, a pris ses responsabilités, même les diffuseurs. Et ce mouvement, il est en place chez France 2, mais même chez TF1. Nous, on va rentrer en tournage d'un double pilote, comme ils font chez TF1, parce qu'en fait, sur une série qui est assez risquée, en tout cas bien éloignée des créneaux éditoriaux classiques de TF1. Donc même chez TF1, ils ont la conscience absolue que la fiction devient un produit ultra identifiant pour la chaîne, et qu'elle peut être un des rares programmes qui peut encore fédérer, au-delà des événements en direct, qui peut fédérer un public vaste sur la chaîne. C'est ce qu'ils viennent de faire avec Harlan Coben, et ils sont beaucoup plus larges, je trouve, qu'il y a quelques années. Et donc, vous avez le sentiment que les talents, réalisateurs, scénaristes, comédiens de cinéma sont de plus en plus ouverts à la télévision, peut-être parce qu'ils sentent, comme vous, qu'il y a beaucoup plus de liberté? Absolument. Je pense qu'intellectuellement, le pas est franchi, qu'il y a beaucoup d'auteurs, de réalisateurs et de comédiens qui sont parfaitement prêts à se lancer dans des aventures de séries pour ces raisons-là, parce que c'est peu sur le plan de l'histoire, de la dramaturgie, du personnage, souvent beaucoup plus gratifiant qu'un film entre tous, si je puis dire. Le seul problème, c'est le temps. En fait, l'obstacle majeur au développement de ces passerelles, c'est qu'il y a beaucoup de metteurs en scène pour qui c'est très difficile de se dire qu'ils vont se mobiliser pendant le temps qu'il faut pour développer une série et pour tourner, en tout cas la première saison, c'est 1-2 ans au moins. C'est ça qui les retient un peu. De la même chose pour les comédiens. Se lancer éventuellement pour une première saison, oui,
Mais signer de manière quasi automatique, ce qui va être de plus en plus le cas et la nécessité pour 2, 3, 4, 5 saisons, c'est compliqué. C'est ça le principal obstacle.